Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal du dimanche soir, qui sera aujourd'hui marqué par ces sujets. Interview télé du capitaine Ibrahim Traoré le 3 février 2023, lutte contre le terrorisme, intervention des ONG sur le plan humanitaire, relations diplomatiques, lutte contre la corruption, réforme de la justice, responsabilité de la presse. L'entretien sera passé au crible tout à l'heure avec des invités que vous allez découvrir. Et puis sécurité dans les marchés et hier, l'incendie survenu à Sankariari repose le problème d'une anarchie souvent tolérée ainsi que certaines imprudences. Nous en parlerons avec le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe en abrégé. Son secrétaire général, Roch Donatien Nagalo, sera notre autre invité. Et enfin sport, championnat national, 19e journée de Ligue 1. Nous reviendrons sur la rencontre Vitesse FC EFO. 2-0 c'est le score final. Nous marquerons aussi une halte sur le CHAN remporté par le Sénégal avec notre chroniqueur sportif Claude Romba. Voici donc le déroulé pour ce qui est de ce JDS, journal du dimanche soir. La première des rubriques, c'est celle politique. Nous le disions en titre, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé un grand entretien à la télévision nationale diffusée le 3 février dernier. Il a abordé plusieurs questions, notamment celle de l'armement, de la formation des VDP entendés volontaires pour la défense de la patrie, de l'humanitaire, de la gouvernance, la diplomatie, entre autres. Nous revenons sur certains pans avec Maxime Jean-Eudes de Bombara. Bien sûr. C'est un grand entretien du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, avec la presse, qui aura permis de comprendre sa vision sur certaines questions, notamment sécuritaires, politiques, mais aussi celles relatives à la situation humanitaire, aux élections, aux relations internationales et à la bonne gouvernance. Sur la situation sécuritaire, le chef de l'État a indiqué que l'armée est désormais dans l'offensive, ce qui a permis de récupérer certaines localités comme Solenzo et Falangutu. Mais je le disais lors de mon passage à Solenzo, le plus important, c'est la consolidation. Donc c'est cette phase qui est en cours, c'est-à-dire le retour de l'administration, puisque la population y est, le retour de l'administration, et maintenant trouver à faire des activités donc, à ces populations, et organiser le terrain de sorte que l'ennemi ne puisse plus revenir reprendre position sur cette partie. Falangutu est en cause de consolidation, je peux dire. Voilà. Donc l'ennemi a dû voir un certain nombre d'aménagements qu'il essaie de freiner l'avancée des travaux, mais ça ne nous freine pas. Sur la question de la négociation, le chef de l'État se veut clair. Main tendue et négociation sont deux choses différentes. Il y a certes la main tendue à ceux qui voudraient déposer les armes, mais la souveraineté et la laïcité du Burkina Faso ne sont pas à négocier. Pas question donc pour lui de négocier avec les terroristes. Je le disais, nous n'avons pas décidé d'attaquer quelqu'un. On nous attaque, et comme vous le constatez aujourd'hui, on attaque des civils désarmés. Comment on peut négocier avec des gens qui font ça? Il n'y a pas de négociation. Le Burkina est un pays souverain, c'est un pays laïque, et ces valeurs-là ne se négocient pas. Voilà. Nous ne sommes pas là pour vendre certaines valeurs contre quoi que ce soit. Ceux qui font ces exactions doivent comprendre que nous n'allons jamais négocier cela. Pour le président Traoré, le Burkina Faso reste attaché aux questions des droits humains. Et il y a un travail d'amélioration du mode d'emploi des VDP volontaires pour la défense de la patrie en cours pour plus d'efficacité sur le terrain afin d'éviter des cas d'exaction souvent dénoncés. Et en permanence d'ailleurs, que ce soit les FDS ou les VDP, les droits de l'homme viennent continuer la formation. Et s'il y a des cas d'exaction avérés, c'est déjà arrivé dernièrement, on arrête les suspects. On mène l'enquête, on confirme et puis on met la sanction qu'il faut. Sur le cas spécifique de Nouna, où 28 personnes ont été tuées dans la nuit du 29 au 30 décembre 2022, le chef de l'État invite à la retenue en attendant les conclusions de l'enquête en cours qui devraient permettre de situer les responsabilités. Aujourd'hui, la communauté dont on parle, la communauté Peul, il faut le dire, que les gens trouvent qu'il y a de la stigmatisation, il y a ci et ça. C'est la communauté qui souffre le plus. Les terroristes prennent tout leur bétail, ils sont dans les camps de réfugiés. On se demande même comment ils font pour se soigner quand ils sont malades, parce qu'ils sont occupés, ceux qui sont dans ces zones sont obligés d'y rester et se soumettre aux lois de ces terroristes-là. Et ceux qui ne peuvent pas se déplacent. Ils sont là, comment ils se débrouillent?
Nous faisons l'effort d'envoyer de la nourriture où on peut, quand on peut, sans distinction. Mais l'idée, c'est d'aider vraiment ces communautés à retrouver leur vie. Revenant sur les difficultés évoquées par la ministre en charge de l'action humanitaire avec certaines ONG pour le ravitaillement des zones en difficulté, le président de la transition donne des explications. C'est bien. Si on peut nous aider à ravitailler nos populations, c'est bien. C'est même très bien. Qui ne veut pas ça? C'est ce que nous souhaitons. Mais nous souhaitons que ce qui part là-bas, qu'on ait un œil dessus. Qu'est-ce qui part, qu'est-ce qui est dans les sacs, qu'est-ce qui est servi aux populations, où ça part. Mais bon, à un moment donné, on ne se comprenait pas parce qu'ils ne souhaitaient pas qu'on puisse suivre, qu'on puisse être dedans et qu'on n'ait pas un contrôle. Donc c'est là qu'était le blocus. Et en temps aussi, il y avait les questions de frais. Bon, que nous ne pouvons pas éventuellement supporter. Mais selon le capitaine Ibrahim Traoré, un protocole a été établi à l'issue des concertations. Protocole qui a permis d'asseoir une procédure afin d'avoir un œil sur le convoi de ravitaillement des ONG. Du côté du gouvernement, les actions humanitaires se poursuivent, rassure le chef de l'État. Mais la grosse difficulté reste la disponibilité des camions pour le convoi des vivres. Retour sur ce plateau et je m'en vais vous proposer la composition de ce premier-là qui va passer au crible. C'est 1h30 de discussion entre le chef de l'État et deux journalistes qui ont été triés donc. Et nous allons d'abord vous présenter Olo Pépéyen, qui est sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes aussi avec Dr Aruna Louré, il est médecin anesthésiste réanimateur, il est aussi ancien député ALT. Bonsoir. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Dr Aboubakar Sango, il est enseignant-chercheur, maître assistant de droit public, il est à l'université Thomas Sankara. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Geoffroy. C'est un plaisir de vous avoir. On a tous suivi avec beaucoup d'intérêt cette grande interview qui a été accordée par le président Ibrahim Traoré. C'était un exercice, on ne dira pas attendu, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait 8 mois, mais qui ne s'est pas forcément essayé. Donc, il y a une volonté, une dynamique qui vient, et c'est ce qu'on s'est dit du président lui-même. Mais quel regard vous avez de façon générale? On parlera d'abord de forme sur ce grand entretien. Je commence par vous, Louré, docteur Louré. Merci bien de nous donner l'occasion de revenir sur ce grand entretien du président de la République. Mais avant tout, permettez-nous d'encourager et de féliciter nos forces de défense et de sécurité qui sont au front et qui se battent au quotidien et de présenter nos condoléances aux familles éplorées. Parce qu'une chose est au Burkina, quand on décrit la politique, on a tendance à confondre l'aspect autorité politique et l'aspect armée. Donc c'est toujours bien de faire le point sur ce plan-là. Pour revenir à l'interview du président, personnellement je ne m'y attendais pas. Parce que quoi qu'on dise, ça fait 4 mois que le président est là, il ne s'est pas adressé formellement à son peuple. Donc pour moi, c'était d'abord s'adresser formellement à son peuple, décrire le rêve dont il dit qu'il a, nous donner les grands axes de sa stratégie politique, de l'idéologie qu'il dit habiter. Mais comme cela n'avait pas été fait, ce grand interview, je ne m'y attendais pas. Donc je me suis dit, peut-être c'était une autre manière de nous livrer la quintessence des projets de société que le MPSR2 a pour le Burkina Faso. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans la forme, c'était intéressant, c'était un discours, un entretien bien posé, bien charmant, que je dirais une petite causette amicale qui ne part pas dans la profondeur des questions qui minent le peuple burkinabé aujourd'hui. J'ai eu l'impression qu'on a juste voulu rassurer les Burkinabés sur quelques rumeurs qui courent par-ci, par-là, mais qui ne font pas de la gestion de l'État la chose la plus fondamentale. Bon, on est dans les formes, hein. Oui, ça incombe à qui? Parce que c'est ouvert, il y a des journalistes en face. C'est quoi? C'est la relance qui a manqué? C'est des questions qui n'ont pas été pointues? Ou bien vous pensez plutôt que c'est quelqu'un qui a dominé son sujet et les a emmenés sur notre terrain? Je pense que les deux composantes y sont. Parce que aussi bien les questions sont allées dans un seul sens, parce qu'on est allé sur les questions de la guerre essentiellement. Et quand je dis la guerre, c'est la guerre dans l'exécution minimale sur le terrain. On n'est pas rentré dans les questions de la stratégie, de l'idéologie de la guerre. Et il y a les questions économiques. C'est vrai, dans l'entretien, le président dit que l'économie c'est important, mais tout ce qui a été émis comme hypothèse sur la question économique sont restés très vagues. Ça ne pourra pas rattraper ce qu'on a comme problème aujourd'hui, notamment la fuite de nos entrepreneurs, parce que
le budget de l'État burkinabé, il faut le reconnaître, est essentiellement basé sur la fiscalité et nos mines, qui sont aujourd'hui des choses qui sont en péril. Donc je trouve que c'est vrai, les questions sont allées uniquement dans un seul sens, mais on aurait pu organiser ça. Et là, je m'étonne. Et je ne sais pas comment les journalistes ont été sélectionnés. Est-ce que c'est de concert avec tous les autres médias pour choisir des journalistes pour y aller, ou ça a été tiré sur le volet? Et pour rendre l'exercice plus intéressant, on aurait souhaité que ça soit indirect. Là, on aurait vraiment trouvé l'exercice plus intéressant, plus vrai. Mais maintenant, quand on le fait en différé, que les journalistes, on ne sait pas tellement comment c'est composé, on ne sait pas les questions, comment c'est fait, il y a des présidents qui le font en direct et ils permettent même à leurs citoyens de formuler des questions qui sont reprises par les journalistes. L'exercice était magnifique dans sa forme quand on écoute, mais je trouve que ça reste une causette du président et de deux journalistes. D'accord. Docteur Lopé Payenne, votre avis aussi de façon générale sur les questions de forme? Ok, merci. Sur les questions de forme, je me faisais la même interrogation que Docteur Louré. Voilà, comment le choix des journalistes a été fait. Ça m'intéresse de le savoir. Voilà, parce que je sais qu'il y a la RTB et puis une radio privée. Voilà, donc quelles sont les motivations qui les ont amenés à choisir ces médias. La RTB, bon, d'office on peut comprendre, mais j'aurais souhaité que peut-être que ça soit pas beaucoup de journalistes, mais quand même que ça soit un peu étoffé. Voilà, avec d'autres organes de presse. Voilà, notamment, il y a plusieurs presses au Burkina. Il y a la presse audiovisuelle, il y a la presse écrite. Voilà, donc un peu que ça soit représentatif, voilà, de notre paysage médiatique. Mais là n'est pas le problème. Et du point de vue donc, de la communication, on voit ici un président qui est posé, qui est serein, voilà, et qui répond de façon très modeste aux questions qu'on lui pose sans passion. Et je pense que c'est une bonne forme de communication. Et on sent en même temps qu'il y a eu beaucoup de précautions dans le protocole. Et parce qu'on comprend, c'est un militaire qui n'est pas habitué à un tel exercice, la prise de parole en public. Mais quand vous dites précaution, vous entendez quoi par là? Oui, puisque ça a été en différé. Okay. Voilà. Donc je me dis qu'il y a eu des précautions qui ont été prises pour quand même que le président puisse faire une bonne communication. Et on peut comprendre cela parce que bon, c'est pas un habitué. Les militaires ne sont pas de façon générale habitués à une prise de parole publique. Voilà, ça demande un certain exercice, une certaine expérience, une certaine culture. Il y a pas mal de choses qui entrent en ligne de compte. Et dans le contexte d'insécurité aujourd'hui, je pense que chaque mot doit être pesé, surtout quand ça vient du premier responsable du pays. Et je comprends que ce sont ces précautions-là qui ont été prises afin que la communication ne puisse pas ici, qu'on ne place pas souvent des mots qui peuvent susciter, surtout qu'aujourd'hui les esprits sont surchauffés. Un petit mot seulement peut faire descendre les gens dans la rue. On a vu avec la pénurie d'essence où il suffit d'un petit message dans les radios sociaux et puis les gens prennent d'assaut les stations. Voilà. Donc aujourd'hui il faut savoir peser les mots. Dans la forme, bon, je trouve que en tout cas ça a été une bonne communication. Et maintenant on viendra sur le fond comme sur le fond, dit. Évidemment. Oui. Donc toujours sur les questions de forme, on va terminer avec Dr Aboubakar Sango. Moi dans la forme, je trouvais un président trop prudent parce que j'avais l'impression qu'il voulait vraiment maîtriser son exercice. Il ne voulait pas faire des erreurs pour ne pas qu'on lui fasse les mêmes reproches que son prédécesseur. Par voie de conséquence, il a manqué de naturel, de spontanéité. Et de même dans la forme, je l'ai souvent trouvé agacé, silencieux. Par conséquent, sur certaines questions extrêmement importantes, il n'a pas dit beaucoup de choses, pour ne pas dire qu'il n'a presque rien dit. Mais j'ai trouvé les journalistes à la hauteur de l'exercice. Personnellement, j'ai trouvé que les questions qu'ils ont posées au président, j'ai trouvé certaines questions audacieuses. Voilà. D'où l'agacement du président. C'est vrai, on aurait pu varier, mais bon, on a un journaliste de la RTB et un autre des médias privés. Peut-être que prochainement, voilà, on aura Joufa et d'autres journalistes. Mais je les ai trouvés audacieux en certains endroits. D'accord.
L'un des plats de résistance, c'était bien la question du terrorisme et la lutte donc contre le terrorisme sur le terrain. Il dit les terroristes sont aux abois et ça fait qu'ils s'attaquent de plus en plus aux civils désarmés. Ça, c'est aussi une manière d'interpeller la population afin qu'elle garde le moral parce que ça sera dur. Mais ça ne sera pas pour longtemps. C'est un discours de vérité que de dire ça sera dur. C'est-à-dire que, bon, on glane, c'est vrai, quelques résultats, mais il ne faut pas penser que c'est terminé, qu'on a pris les dessus. Et il dit ça sera dur. C'est un discours de vérité. Olo Pépin? Oui, je trouve que c'est un discours de vérité sans démagogie. Voilà, parce qu'il faut donner la mesure des choses à la population pour que les gens puissent être préparés psychologiquement à affronter toutes sortes de difficultés. Et effectivement, on constate quand même de plus en plus qu'il y a moins d'assauts lancés contre nos FDS par rapport à une certaine époque où chaque jour quand vous levez, on dit non, il y a telle base qui a été attaquée ici, ils ont emporté du matériel et il y a un ratissage en cours. Bon, c'était le refrain, mais depuis un certain temps, et quand même, on constate que notre armée n'est plus à la défensive, mais plutôt à l'offensive. Ce qui est important, ce qui est intéressant. Voilà. Et comme je l'ai dit, on sent quand même un peu de sincérité dans ses propos. Contrairement à ce qu'on nous a fait croire il n'y a pas longtemps que l'armée montait en puissance, alors que dans la réalité, la situation ne faisait que se compliquer. Voilà. Donc, je pense qu'il faut dire la vérité au peuple. Voilà, il faut préparer ici le peuple, la population ici, à faire face à toutes les éventualités. Parce que dans un contexte de guerre, il ne faudra pas toujours venir dire ça va aller, ça va aller. Voilà. Donc il y a une préparation mentale, une préparation psychologique et morale qu'il faut faire aussi bien au niveau des unités combattantes que aussi au niveau de la population qui subit chaque jour donc, les attaques répétées de ces groupes armés-là. Voilà. Donc je pense que dire que c'est dur, c'est une vérité, c'est dur à tous les niveaux. D'accord. Vous pensez qu'il y a eu aussi un discours de vérité sur le chapitre de la lutte contre le terrorisme? Parce que je rappelle aussi un autre de ces propos. Beaucoup de gens pensent déjà que la guerre a commencé. Ça va commencer dans quelques jours. Actuellement, ce sont des opérations ciblées. C'est pour dire que, bon, on est en train de calibrer encore les choses, tout n'est pas forcément huilé, et puis il ne faudrait pas qu'on pense que c'est terminé parce qu'on a libéré juste certaines zones, donc on va commencer à triompher, parce qu'il y a un genre de triomphalisme aussi qui gagne une certaine partie de la population, alors qu'il y a un réalisme aussi à avoir. Non, mais je pense que ce discours de vérité, le président l'a toujours eu depuis sa prise du pouvoir. On l'a vu lorsqu'on disait qu'il y avait beaucoup plus d'attaques, les gens ont dit que non, on est en train de minimiser, mais lui-même il a reconnu qu'il y avait beaucoup plus d'attaques. Donc ce discours de vérité, on ne peut pas le reprocher, il a toujours eu ce discours de vérité-là. Maintenant, quand on dit aux populations ça va être dû dans quel sens, jusqu'à quel niveau, comment on prépare cette population, quelles sont les actions qu'on entreprend pour soulager les populations. Il faut qu'au-delà du discours, qu'on puisse avoir des mesures d'accompagnement pour qu'on puisse savoir. Il ne s'agit pas de reconnaître que c'est difficile et ne pas réfléchir en même temps à d'autres manières pour atténuer cette souffrance des populations. Pour revenir à la deuxième partie, dire que la guerre n'a pas vraiment commencé, je pense que ça a été une grosse erreur de la part du président. On perd des soldats au quotidien, on perd des VDP au quotidien, on a des familles éplorées au quotidien. Ils sont morts pourquoi si la guerre n'a pas encore commencé? On peut dire que nous n'avons pas encore commencé pour mettre en place telle ou telle stratégie parce que nous attendons faire ci ou ça, mais dire que la guerre n'a pas commencé, pour moi, je pense que c'est manquer un peu de respect à ceux qui sont morts en défendant, en se disant... Attention, il dit que ce sont des opérations ciblées. Peut-être c'est un langage militaire. Dire que la guerre n'a pas encore commencé, peut-être qu'il se met dans une posture de guerre totale. Là, il parle d'opérations ciblées. Ça veut dire qu'on n'est pas encore dans une guerre totale. C'est ce que je veux... Allez-y. Ça dit que, moi, je comprends par là que le président veut dire que la grande offensive n'a pas encore été lancée. Vous voyez, quand vous dites la grande offensive n'a pas encore commencé, c'est pas la même chose quand vous dites la guerre n'a pas encore commencé. Parce que quand moi je perds un parent au front et qu'on me dit aujourd'hui que la guerre n'a pas encore commencé, et que ça fait 7 ans que nous sommes dans cette situation et que les gens meurent au front, les gens partent au front, bon, je pense que c'est pas une bonne manière de commencer. On aurait pu dire la grande offensive générale avec les VDP et toute la mobilisation n'est pas encore mise en place. On fait des attaques ciblées, mais c'est la guerre, n'empêche. Oui, mais il ajoute actuellement, il ajoute quand même, il dit actuellement, ce sont des opérations ciblées. Il explique la stratégie. Justement, mais les opérations ciblées, c'est de la guerre ou pas?
Oui, mais c'est une métaphore. Oui, je suis d'avis. C'est ça que je dis. Oui, la je métaphore, quand oui. elle est prise comme ça, parce que, quoi qu'on dise, la métaphore, quand elle est prise et qu'on me dit que ça fait 7 ans qu'on est là et que la guerre n'a pas commencé, on n'a pas dit la grande mobilisation n'a pas commencé, Oui. la grande guerre n'a pas commencé, vous pouvez le comprendre. Moi, si j'ai perdu un parent d'une opération de guerre, ça me chagrine. Il allait faire quoi en fin de compte? Ouais, c'est ça la question, il allait faire quoi? Non, moi je pense que... Non, je comprends par là que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre, ou bien nous ne sommes pas en guerre. Voilà, mais c'est pour dire ce que nous comptons faire. Nous n'avons pas encore même commencé à opérationnaliser ce que nous avons prévu. Donc cela me permet de répondre également. Maintenant, dire que la guerre n'a pas encore commencé pour dire que non, il n'y a pas de guerre alors que les gens meurent au front. Bon, je ne pense pas que ça soit une telle compréhension. Cela vient contredire les propos du président parce que ça fait 4 mois qu'il est là. Et à la prise du pouvoir, il a dit en 3 mois nous ferons ce que nos prédécesseurs n'ont pas fait. Donc si la guerre n'a pas commencé après 4 mois, on a le droit de se poser des questions. D'accord. Votre réaction aussi? Je pense que c'est un lapsus. Ça veut dire que le président et ses communications et ses communicants doivent continuer de travailler et ses sorties du point de vue du vocabulaire. Voilà, c'est un lapsus parce que le président, à sa prise au pouvoir, il a promis que cette guerre pouvait se gagner en 3 mois. Si 4 mois après, il dit qu'il est encore dans des opérations ciblées, ça peut induire en erreur, mais on le comprend. Mais tout ça montre que le président et ses communicants doivent encore mieux travailler ses sorties. Mais je l'ai trouvé je trouve qu'il assume le fait qu'ils avancent lentement. Voilà, je crois qu'il assume le fait qu'ils avancent lentement. Il y a des progrès, mais on attend encore plus de notre armée. Je reste avec vous pour un autre point, c'est la question des négociations. Là-dessus, son discours n'a pas changé, il est très intraitable. Je répète, comment peut-on négocier avec des personnes qui arrêtent des gens et les assassinent? Nous n'allons jamais négocier avec eux. Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair, mais ça veut dire que le président va faire la guerre jusqu'à ce que le dernier terroriste tombe. Est-ce qu'il a les moyens de faire la guerre jusqu'à ce que le dernier terroriste tombe? Ou bien c'est un langage qui est tenu pour les Burkinabés? Voilà, je pense que ça nécessite beaucoup plus de réflexion. Je ne suis pas sûr que sur la création des cadres de concertation, son prédécesseur s'était forcément trompé. Voilà, je pense qu'il peut mieux affiner ce que son prédécesseur voulait faire. Il ne faut pas jeter tout ce que Damiba a fait. Il faut voir ce qu'on en tire. Et sur ce point, beaucoup de spécialistes pensent que cette guerre-là, elle ne peut pas se gagner seulement sur le plan militaire. Moi, je ne suis pas militaire, mais c'est aussi mon intuition. Vous savez, la guerre coûte excessivement cher. Et le président fait l'expérience déjà que la guerre coûte cher. En 2006, Israël, dans son conflit avec le Liban, a dépensé près de 6 milliards de dollars, a utilisé près de 2000 missiles pour tuer près de 600 soldats du Hezbollah. La guerre a un coût. Bon, je pense qu'on va revenir sur ça. Moi, je pense que il faut aller peut-être prudemment, même moi je pense qu'il faut dérouler il faut dérouler de façon progressive la stratégie. Il ne faut pas qu'on crie qu'on ne va pas négocier et dans 3 mois on sera suffisamment affaibli. Non, peut-être qu'on veut affaiblir substantiellement notre adversaire pour ensuite négocier avec lui. De toute façon, le président dit la main tendue. Bon, moi, dans ce domaine-là, quelle est la différence entre la main tendue et la négociation? Bon, ça c'est discutable, voilà. Mais c'est un euphémisme quand il dit c'est la main. Il dit qu'il n'est pas contre la main tendue. Moi, je trouve que c'est un euphémisme, voilà. Mais je dis, on ne peut pas forcément faire l'économie de la négociation. Peut-être que c'est le mot qui est mal choisi, voilà. Peut-être que c'est le mot qui est mal choisi. Si c'est le mot qui est mal choisi, il faut utiliser un autre mot pour traduire le fait que la guerre là ne sera pas seulement militaire. Oui, mais je reviens vers Olopo Payenne. J'ai dit, il reste sur sa ligne. Parce qu'on l'a écouté aussi à l'université. C'était le même propos, c'était le même discours. Donc là, c'est quelqu'un qui ne s'en écarte pas. Oui, bon, je pense qu'il est cohérent dans sa démarche depuis la prise du pouvoir. Et puisqu'il a fait une option, c'est le tout militaire.
Voilà, donc, je ne suis pas spécialiste de certaines questions pour faire certaines analyses, mais je pense que pour le MPSR 1, voilà, donc il y avait une autre approche qui consistait à dire non, qu'il fallait dialoguer, et le tout était enrobé dans cette approche de la réconciliation, et ainsi de suite. Bon, pour avoir été membre du MPSR, je parle bien du président, pas moi, je ne suis pas membre du MPSR, et je pense qu'il a dû expérimenter cette approche. Et ils ont dû certainement tirer ici peut-être les limites de ça. Voilà, et je me dis peut-être c'est ça qui le permet de dire que bon, le dialogue dont on parle là, c'est une perte de temps. Voilà, et je pense qu'il faut, ça dit qu'aller sur le terrain militaire, voilà, il faut l'affrontement direct pour venir à bout, voilà, de ces groupes armés. Donc pour moi c'est une option, voilà, qu'il a choisie, et après avoir certainement expérimenté ici ce que consistait, c'est-à-dire à faire comme dialogue avec les groupes armés. Parce que pendant 8 mois on nous parlait du dialogue, mais bon, concrètement on ne voyait pas toujours les effets de ce dialogue, puisque les attaques continuaient. Bon, donc je me dis quand même c'est une option qu'il assume pleinement. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il semble être optimiste et il rassure que le problème c'est la réglé. Voilà. Donc beaucoup de Burkinabés attendent réellement de voir le bout du tunnel. Mais il est rassurant, il est optimiste. C'est ce que j'ai pu remarquer. Donc on peut dire peut-être qu'il est sûr que l'option militaire ici va porter ses fruits. Docteur Loury. Oui, c'est vrai, le président peut être rassurant, on peut être optimiste, mais n'empêche qu'il faut qu'on ait certaines réalités. Comme ils l'ont dit, on n'est pas des spécialistes du domaine, mais il faut aller voir ce qui s'est passé partout ailleurs. On a beaucoup de pays qui ont traversé ces crises, que ce soit du terrorisme, de la rébellion et tout ce qu'on veut, ça finit toujours par la négociation. Le tout militaire n'a jamais marché dans aucun pays. Il peut prendre l'option d'affaiblir substantiellement ces terroristes-là et trouver des solutions. Parce que s'ils sont aux abois, le terroriste qui est aux abois aujourd'hui, il sait que soit il se défend à mort, soit il meurt, puisqu'il n'a plus autre solution, puisqu'il n'y a pas autre possibilité de sortie. Le président lui-même, dans l'entretien, reconnaît que c'est une frustration faite à certaines communautés qui fait qu'aujourd'hui, ces communautés se révoltent. Nous reconnaissons, c'est parce que aussi l'administration publique étatique pendant longtemps a négligé certaines régions qui a favorisé ce que nous vivons aujourd'hui. Donc quand nous disons que nous n'allons pas négocier, je pense que nous nous leurrons. Peut-être c'est la manière de négocier. Et quand vous dites à quelqu'un de déposer les armes, même s'il veut déposer les armes, il ne va pas déposer les armes pour aller mourir de faim. Il va préférer mourir les armes à la main. Donc le tout militaire, je ne suis pas spécialiste du domaine comme chacun l'a dit, mais quand je prends l'histoire des nations qui ont vécu ça, quand je relis tout, on finit toujours par la négociation. Quand l'autre est substantiellement affaibli, on trouve des bouées de sortie de crise, on trouve des mécanismes pour remettre l'administration publique. Il y a l'exemple à côté ici de l'Algérie et de la Mauritanie qui ont ravivé la vie dans ces zones-là, de telle sorte que ces gens-là puissent laisser les armes et trouver une activité économique. Quelqu'un qui n'a pas une activité économique, qui ne peut même pas s'en sortir autre que cela, bon, je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, j'apprécie beaucoup cette conviction. J'applaudis souvent, mais je suis désolé, la conviction à elle seule ne suffit pas. Vous n'êtes pas cardiologue, peu importe votre conviction, votre bonne volonté, pour faire de la cardiologie, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, au-delà de ça, il faut voir peut-être les spécialistes du domaine qui puissent accompagner pour qu'on puisse meubler comment nous réglons notre crise. Et vous l'avez dit, la guerre, ça coûte extrêmement cher. Nous injectons chaque année près de 1000 milliards. Ça fait quasiment un tiers de notre budget national. Et les armes que nous payons cette année, l'année prochaine, ce n'est pas utilisable. Sans parler des munitions. Où on trouve l'argent aujourd'hui? On a un budget de 3200 milliards. Les fonctionnaires vont prendre peut-être 1200 milliards. On paye 900 milliards de dettes. Nous n'avons pas d'argent pour rester dans cette optique tout militaire. Je ne dis pas qu'il faut aller brader l'État, mais il faut trouver avec les spécialistes du domaine comment nous faisons pour trouver des portes de sortie pour ceux qui sont allés malgré eux, ceux qui sont allés à cause des frustrations, parce qu'il y a des gens qui sont allés parce qu'on a juste tué les membres de leur famille. C'est la colère. Il faut trouver des mécanismes, mettre cela en place, en même temps qu'on est sur le volet militaire, que nous puissions trouver d'autres volets politiques, économiques, pour que nous puissions régler cette question. On ne va pas terminer sur la question sécurité, on ne peut pas épuiser cela en juste 45-50 minutes d'entretien, donc on va passer à d'autres volets. Il y en avait un qui était très attendu, c'est la question des relations diplomatiques et donc des questions de coopération et certaines autres questions sous-jacentes. Sur la question par exemple des partenaires, il dit que le Burkina n'a aucun souci avec ses partenaires, mais il dit qu'il reconnaît néanmoins qu'il y a eu des incidents avec la France, mais rassure que cela n'a rien à voir entre les relations, avec les relations entre les deux pays. C'est un discours très policier.
peut-être un peu plus policier que celui du Premier ministre. Et il y avait une autre question qui était attendue, c'est la question russe et Wagner. Il dit les VDP, c'est son Wagner. Je pense qu'on a entendu ça déjà de la ministre des Affaires étrangères. Sur la question de coopération et donc des relations diplomatiques, est-ce que vous avez retenu? Quels sont vos points sur lesquels vous êtes resté un peu sur votre faim, sur lesquels vous avez eu l'impression de ne pas avoir toute la lumière, et puis quels sont ceux sur lesquels vous êtes un peu satisfait? Ok, oui, mais comme il s'agit de diplomatie, comme vous l'avez annoncé, donc le langage ne peut être que diplomatique, un langage un peu euphémisé. Et ce que j'ai pu retenir, c'est ce que j'ai écouté, c'est que en ce qui concerne les relations avec la France, je pense qu'il a posé le problème au niveau militaire, au niveau de la coopération militaire. Et il dit que c'est à ce niveau que le problème se pose, et ils n'ont fait que dénoncer un accord militaire déjà qui existait. Voilà. Mais de façon générale, le Burkina n'a pas de problème avec la France en ce qui concerne les autres secteurs. Voilà. Et en ce qui concerne la Russie, je pense qu'il a justifié par le fait qu'il y a des pays dont leur constitution n'autorise pas et qu'ils apportent un soutien logistique à une armée, c'est-à-dire qui recrute des supplétifs pour un combat. J'ai dû entendre ça. Donc ce qui les oblige à aller vers des pays qui n'ont pas ces contraintes au niveau de leur constitution, qui n'ont pas ces barrières-là. Et donc c'est ça qui justifie qu'ils sont obligés maintenant d'aller vers les pays, en tout cas qui acceptent les recevoir et leur donner ici l'équipement militaire nécessaire sans aucune condition. Oui, mais quand on l'écoute, c'est très policier. C'est comme si, bon, c'est pas si il n'y a pas une grosse tension avec la France. C'est l'impression qu'il donne, alors que les faits, quand on dit on ne veut pas d'un ambassadeur et on demande à une représentation militaire sur son sol d'aller dardard, bon, même si on dit que dans les conventions c'était des choses qui étaient prévues, ce sont quand même des décisions fortes et puis c'est un revirement. Oui, mais moi je pense qu'il appartenait aux journalistes quand même de poser des questions, certaines questions pour amener le président ici à approfondir ici ce qu'il voulait dire. Mais je n'ai pas senti ça au niveau des journalistes. Par exemple, pour la question de remplacement de l'ambassadeur, mais quand même les journalistes devraient pouvoir creuser ou dire mais qu'est-ce qui a motivé cela? Est-ce que c'est le seul fait qu'il est sorti faire une déclaration qui a été relayée dans les réseaux sociaux où il disait que au Burkina c'est quoi? Où il parlait du concept du Dieu utile. Est-ce que c'est ça le problème ou bien il y a d'autres implications qui les obligent ici à procéder à un remplacement? Là, dans le discours, je n'ai pas senti, en tout cas, les journalistes amener le président sur ce terrain. Voilà. Et aussi bien, quand le président Macron demandait que le président devrait clarifier sa position et qu'il devrait s'exprimer, mais là aussi je n'ai pas vu les journalistes l'amener sur ce terrain pour qu'il explique mais comment lui il a vécu cela, comment lui il a réagi par rapport à une telle interpellation. Donc je peux dire c'est au niveau des questions c'est les types de questions qui ont été posées et n'ont pas donné la possibilité au président d'aller sur certains terrains. Mais toujours est-il que je ne pense pas que le discours du président va tendre ici à jeter de l'huile au feu. Il ne peut que prononcer un discours temporisateur. Mais nous savons tous bien qu'aujourd'hui, la relation entre la France et le Burkina, ou du moins la France et le Mali, c'est tendu. Ça, au moins, c'est clair. Voilà. Mais ce n'est pas au président de sortir, dire à son peuple, bon, vous savez, à elle, la France, ça ne va pas. Mais quand on est un observateur, quand même, on sent quand même que les relations ne sont plus au beau fixe comme avant. Voilà. Donc à partir même du fait qu'on veut même remplacer l'ambassadeur qui est le représentant ici du président français, donc c'est quand même très significatif et que quelque part il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut régler et que peut-être sur le plan diplomatique on peut pressentir un certain déséquilibre quelque part. Voilà. Et je pense qu'il faut travailler à corriger ça. À corriger cela. Oui. Docteur Louré, toujours sur le plan diplomatie et relations, coopération, voilà. Oui, c'est vrai que c'est un volet qui a été vraiment très superficiel dans l'entretien. On aurait vraiment aimé pas mal de questions. Mais moi, au-delà de la France, c'est la question du G5 Sahel. Le problème que nous vivons, c'est un problème sahélien. Donc quand 4 mois après on me dit que non, on n'a pas une grande information sur le Sahel, sur le G5 Sahel, on ne sait pas comment ça fonctionne, ça me pose des questions. Quand je prends simplement la zone du Liptako-Gourma qui regroupe le Burkina, le Mali et le Niger, nous savons que l'essentiel de nos problèmes sont nés dans cette zone-là. Et l'essentiel de nos problèmes sont concentrés dans cette zone-là. Ce qui nous attaque, c'est l'État islamique dans le Grand Sahel, ramifié en État islamique au Sahel. Donc le Sahel est un point culminant de notre problématique.
Donc c'est sur cet aspect vraiment, j'attendais vraiment qu'on nous dise voilà ce que nous entreprenons pour le Sahel, avec le G5 Sahel. Je ne dis pas forcément financièrement, mais de manière coopération. C'est vrai, après, il dit qu'ils sont dans une coopération bilatérale, mais bon, si on est dans une coopération bilatérale avec le Niger, on fait ci, et avec le Mali, on fait ça, et que ça ne concorde pas, déjà, ça pose problème. C'est vrai que le Mali et le Niger sont en bisbille, mais je pense que le Burkina Faso aurait pu jouer ce rôle de réconciliateur en se disant que la zone du Liptako-Gourma, moi je préfère le thème Liptako-Gourma que la zone des 3 frontières qu'on veut nous imposer. La zone du Liptako-Gourma est la zone où est concentré l'essentiel de nos problématiques. Et si ces pays du Grand Sahel, avec le Tchad et puis le 5e pays du G5, Mauritanie, surtout que certains ont vécu cette réalité-là. Si on ne peut pas se mettre ensemble, trouver des solutions en commun, je pense qu'il y a problème. Ensuite, sur la question de la France, je pense que c'est de bonne guerre. Le Burkina Faso chante la souveraineté. Maintenant, on peut peut-être ne pas être d'accord avec la forme, mais n'empêche, dans le discours, ça tient. Parce que comme il a dit, on est là pour faire la volonté du peuple, et c'est ce que le peuple veut. Bon. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas mettre la forme? Je pense que c'est ce qui manque de temps à autre. Sinon, on veut la souveraineté, mais maintenant, c'est ce que j'aime rappeler. Quand on veut quelque chose, on donne le processus. Il ne s'agit pas de dire on veut de la souveraineté sans mettre de contenu. Le contenu de la souveraineté aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait concrètement nous-mêmes pour cette souveraineté? Quelle est la planification? Parce que pour moi, c'est normal. Si on pense que l'ambassadeur n'est pas en sainteté avec les autorités, disons que c'est l'ambassadeur, sa personne qu'on ne veut pas l'ambassade de la France. Voilà, il faut faire la différence. C'est l'ambassadeur Luc Aladé qu'on veut qu'on change. Pas qu'on ne veut pas d'ambassadeur français au Burkina Faso. Mais je me dis, il faut que nous mettons du contenu dans ce que nous appelons la souveraineté. Il faut que nous mettons du contenu dans ce que nous appelons le rêve pour le peuple. Il faut que nous mettons du contenu dans ce que nous appelons l'idéologie que nous avons pour le peuple. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à dérouler ça. Et ça fait que beaucoup de Burkinabés qui regardent au fond ont du mal à suivre parce qu'il n'y a pas de contenu. Et c'est ce qui est peut-être dommage dans tout ce tourbillon diplomatique. Sur la même question, docteur Sango, c'était très attendu, coopération et tout, parce que là-dessus, il faut dire que le MPSR2 a fait un certain virage. Et il y avait beaucoup de questions qui devaient naturellement venir. Mais bon, est-ce que vous restez aussi sur votre fin, ou bien pour vous, il y a des éléments quand même de précision qui ont été donnés? Non, moi sur ce point, je suis vraiment resté sur ma fin. Je dis, si le président accepte de faire l'exercice, il faut qu'il aille au bout. Le président, dans notre constitution, et la charte de la transition, c'est celui qui détermine les grandes orientations de l'État. C'est lui qui, on estime l'interprétation qu'on a des rapports entre le gouvernement et le président par rapport à la diplomatie, c'est que la diplomatie est un domaine réservé du président de la République. C'est la lecture que nous avons. Donc, quand on écoute le président, surtout que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il ne s'est pas vraiment prononcé là-dessus. Il a accepté cet entretien parce qu'il voulait nous parler. On devrait être capable quand même de voir les grandes lignes de notre politique diplomatique. Voilà. Mais le président est resté silencieux. Voilà. Sur la France, sur la Côte d'Ivoire. D'abord, sur la France. Bon, il ne dit pas grand-chose. Non, il y en a qui disent que, bon, il ne peut pas nous donner les armes. Mais que le président nous dise que sur les VDP, on a une divergence avec la France. Voilà, parce que voilà notre option militaire. Nous, on a choisi de faire la guerre populaire, nourrie par le nationalisme de libération. Qui se prononce là-dessus? Mais le président ne dit rien. Sur la Côte d'Ivoire, on lui a posé la question, il a botté en touche. Est-ce que ça veut dire qu'eux-mêmes, au sein du MPSR2, ils n'ont pas encore une vraie politique de coopération avec la Côte d'Ivoire? Mais j'ai dit sur la Côte d'Ivoire, il faut faire attention. C'est le pays de la sous-région avec lequel nous avons beaucoup de liens. On aime dire historique, géographique. On aime dire Côte d'Ivoire, Burkina, c'est chambre, salon. Il faut faire attention. Et j'ai dit, la Côte d'Ivoire du président Ouattara ne peut pas être un problème pour le Burkina Faso. C'est pas possible que la Côte d'Ivoire du président Ouattara soit un problème pour le Burkina Faso. Je pense qu'il ne faut pas perdre trop de temps avec le président Ouattara qui va partir bientôt. Moi je crois, tirons le meilleur de lui maintenant que nous sommes dans des situations difficiles. La Côte d'Ivoire n'est pas venue
Au CIAO. On lui a posé la question. Il n'a rien dit. Ça veut dire qu'il y a une crise entre les deux pays. Quelle est la nature de la crise? Sur quoi on ne s'entend pas? On est beaucoup intéressé parce que bientôt c'est la chaleur. Et on a des contrats avec la Côte d'Ivoire par rapport à la fourniture de l'électricité. Jusqu'à où ces bisbilles diplomatiques-là peuvent aller. Et j'ai dit, nous ne nous trompons pas d'adversaire. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui peut être un problème pour le Burkina Faso. La France, on en a suffisamment parlé. On a fait nos choix, assumons. De toute façon, on attend. La France dit qu'elle a rappelé son ambassadeur pour consultation, pour voir quel type de relation diplomatique elle va entretenir avec nous. Si auprès des autorités burkinabées, on ne peut pas tirer grand chose, peut-être que quand la France va finir ses consultations, elle va faire des annonces, elle va se prononcer. On améliore nos relations avec le Mali, c'est bien. C'est bien, mais attention, le Mali n'est pas un pays stratégique pour nous dans la sous-région. Voilà. Les pays importants pour nous, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est d'abord la Côte d'Ivoire. Mais très souvent, ce qui est mis en avant, c'est quand même ce qu'on a en commun en termes d'inquiétude, qui fait la proximité logique et naturelle. Et puis, deuxièmement, il y a la longueur de la frontière qu'on partage ensemble, sa porosité, et puis comment est-ce qu'on peut être gangréné. Il ne faut même pas dire comment est-ce que, parce qu'on y est déjà. Est-ce que c'est pas ça? J'ai dit, c'est même une excellente chose que nous ayons de bonnes relations avec le Mali. Mais ça ne peut pas être au détriment de nos relations avec la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit. On peut avoir de bonnes relations avec le Mali et avoir d'excellentes relations avec la Côte d'Ivoire. Je vous permets de réagir et on va passer à l'autre sujet parce que c'est très rapide. Oui. Hein. Bon, moi j'écoute mon ami Sango, mais je n'arrive pas à le cerner. Je ne sais pas ce qu'il pose comme problème. Parce qu'en tant qu'observateur... S'il vous plaît. Je dis, il y a un problème. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire n'est pas venue au CIAO. Chacun a interprété. Ça veut dire qu'au sommet de l'État, il y a des bisbilles. On a posé la question au président, il a botté en touche. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, bon, le fait qu'il a botté en touche, ça veut peut-être dire que, bon, ils sont en train de définir quel type de coopération on peut avoir avec la Côte d'Ivoire. Moi, je dis, s'il y a un problème, ce n'est pas bon qu'il y ait un problème. Parce que la Côte d'Ivoire est stratégique pour nous, ne serait-ce que par rapport à la fourniture de l'électricité. Bientôt, c'est la chaleur. Ah non, attention, chers collègues, je dis, il y a des problèmes avec la Côte d'Ivoire. Le président n'a pas démenti. Le président a gardé le silence. Bon, ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'avec le MPSR1, on voyait quand même que la Côte d'Ivoire et le Burkina, quand même, les relations étaient beaucoup plus fluides. Parce que l'autre président est allé plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a même été invité une fois de façon express par le président ivoirien. Mais depuis l'avènement du MPSR2, bon, on a senti quand même que les sauce se sont refroidies. C'est peut-être une apparence. Mais maintenant, ce qui a étonné les Burkinabés, ce sont ici les derniers événements, quand le Burkina a décidé ici de dénoncer l'accord de coopération qui lie notre pays à la France. Et on a lu partout dans les médias que le président Ouattara devrait se rendre en France pour une visite, je ne sais pas quel type de visite diplomatique là. Il devrait discuter des problèmes qu'il a. Dîner ou bien c'est quoi avec le président français et il devrait donc discuter sur la question burkinabé. Bon, là quand même, je sais que beaucoup de Burkinabés quand même n'ont pas du tout apprécié cela parce qu'on ne comprend pas. Si on nous disait que Alassane voulait venir pour voir, voulait venir au Burkina, voir notre chef d'État, par rapport ici à cette volonté ici de dénoncer la coopération militaire, là on peut comprendre, mais il ne vient pas au Burkina pour voir nos autorités. Non mais là je pense que ce que pose comme problème docteur Sango, il y a aussi qu'il y a une question frontale qui vous est posée. Là-dessus, si vous bottez en touche, c'est qu'il y a un petit souci. Oui, mais en ce moment... éclairer la lanterne des uns et des autres, peut-être que là, ça les permet d'avancer. Je pense que c'est ce qui pose comme problème ici. Je ne veux pas qu'on termine là-dessus. Parce qu'il y a d'autres gros morceaux. Il y a quand même d'autres gros morceaux. Il y a la question de la lutte contre la corruption. Par exemple, je veux vous permettre de réagir là-dessus avant qu'on termine. Il a dit, la lutte contre la corruption est engagée et elle ira jusqu'au bout. Toutes les institutions seront visitées. La justice est tellement indépendante que nous n'interférons pas dans ces affaires. C'est ce qu'il a affirmé. Je vais revenir d'abord vers vous, docteur Sango, avant de continuer avec les autres. Il y a une dynamique qu'il faut apprécier. Voilà, je pense que le MPSR2 veut vraiment lutter contre
le terrorisme, ne serait-ce qu'à travers ce que nous lisons, la corruption, ne serait-ce qu'à travers ce que nous lisons dans la presse. C'est une des grosses plaies de notre gouvernance. Certains analystes même expliquent notre crise par le phénomène de la corruption. Le président dit il a donné l'ASELC a les mains libres pour faire ses rapports. La justice est libre de poursuivre les corrompus. C'est une excellente chose. C'est un message important qu'il donne. Mais en même temps, certains acteurs sur la corruption semblent un peu insatisfaits parce qu'on a l'impression que l'armée ne fait pas l'objet de contrôle. Mais récemment, j'ai vu un compte rendu de la presse où l'inspecteur général de l'armée avait été reçu en audience par le président et par le contrôleur général d'État. Peut-être qu'ils sont en train d'affiner les choses. Mais c'est vraiment une gangrène de notre société. Si le MPSR 2, comme on le sent, s'attaque à cette plaie-là, c'est une excellente chose. C'est une excellente chose. Avant de vous permettre de réagir, je m'avais rappelé un de propos, c'était lors c'était quoi? Il y a ce que le CGD organise, voilà, très souvent comme dialogue politique. J'ai un point que je prends après le point de réagir. Il disait, on parle de justice. C'est l'injustice qui a été le nid de l'insécurité, mais à la date d'aujourd'hui, en matière de justice, il n'y a que les civils qu'on poursuit. Ça aussi, il faut le dire, si l'ASELC, c'est l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de lutte contre la corruption, doit bien faire son travail, on poursuit tout le monde. Il n'y a pas de moitié burkinabé et des burkinabés pleins. Oui, ça résume un peu ce que je vais dire. C'est bien de parler, c'est bien le message qu'on voit, parce qu'à chaque fois on voit la lutte contre la corruption, le président qui dit l'ASE est en train de faire, et ça c'est depuis le MPSR 1. Et je tiens aussi à rappeler que sous le régime Kaboré, il avait dit que l'ASE était libre, et c'est là qu'on a pris l'essentiel même des décrets de fonctionnement de l'ASE-LCE. Mais je dis, on est à 4 mois, il y a des mesures fortes que lorsqu'un chef d'État arrive en 100 jours, il doit les faire appliquer. Quand on dit la corruption, aujourd'hui on a tendance à voir la grosse corruption, mais la corruption au quotidien, on n'en parle pas. Quand je prends l'administration publique burkinabé, elle n'a pas changé d'un iota depuis Roch jusqu'à aujourd'hui. C'est la même gabégie. Ce sont les mêmes fraudes qu'on a aujourd'hui. Il y a des actions concrètes qu'il faut avoir. C'est ce qui fait que je tiens toujours au contenu de ce que nous voulons. Il ne s'agit pas de dire, le président il est arrivé, il a dit qu'il y a des généraux qui se sont embourgeoisés. Ça fait 4 mois, on n'a rien sur ça. Et hier, j'aurais aimé vraiment que les journalistes relancent. Vous avez dit qu'il y a des généraux qui se sont embourgeoisés illicitement et qu'on les connaît. C'est de l'aveu du président lui-même. Mais jusqu'à 4 mois après, il n'y a rien. Donc ça fait que cette déclaration du dialogue politique, je suis totalement en phase. On a l'impression qu'on a une justice pour certains et une justice pour d'autres. La preuve aussi, c'est que quand on nous dit que non, les rapports de l'ASEL, ce sont là. Ça est là depuis, mais qu'est-ce qu'on en fait? J'ai l'impression qu'on veut faire du chantage à certains hommes politiques pour ne quand ils vont vouloir parler, on va dire calme-toi, on a ça sur toi. Parce que si la justice devait faire de manière indépendante, on aurait dû déposer tout ce qu'on a comme dossier contre ces personnes qu'on suspecte, puisque jusqu'à personne est suspecte d'avoir fait de la malversation. Mais c'est resté sélectif jusqu'à présent. Donc c'est ce qui fait que je dis c'est bon. Mais ce n'est pas arrivé. Le discours est là, mais je trouve que le discours, au-delà du discours, on veut des résultats sur le terrain, des résultats concrets. Et je prendrai l'exemple de la révolution. En 3 mois, personne n'osait se faire courant pour Burkina Faso, après 3 mois de la révolution. Olo Pépin, pour terminer sur la même question, la question de la corruption avec la SELC qu'il dit être assez libre et la justice aussi assez indépendante. Oui, et là, la corruption, il faut le dire, comme il a dit, c'est vraiment une gangrène. Et je peux dire que c'est le premier gros problème de ce pays. Voilà, parce que cette corruption-là, ça déprave totalement les institutions démocratiques. Voilà, de sorte que les citoyens ordinaires ne croient même plus à ces institutions-là. Donc, pour que nous puissions aller à une refondation, il faut forcément lutter contre cette corruption. Ça, tout le monde est d'accord, les Burkinabés sont d'accord là-dessus. Mais la question de l'ASE, quand il parle de la révolution, nous sommes dans 2 contextes différents. Où la révolution, il suffit qu'un CDR vous dénonce, ça c'était au début, mais après ça n'était pas comme ça. Quand on vous dénonce, et puis le mercredi en conseil des ministres, vous êtes dégagé. Ou bien rapidement, là, on vous envoie au tribunal, au TPR, voilà, sans avocat, on vous juge, et puis voilà. Donc ici, moi je me dis, au regard donc de la nature de notre droit, et notre droit ici,
voilà, qui a un droit libéral, ça il le sait bien, oui, mais je me dis que au niveau des procédures, il doit y avoir de la lenteur. Et tout le monde connaît la lenteur au niveau, c'est-à-dire des procédures judiciaires. Voilà. Donc je me dis, peut-être c'est cette lenteur-là qui fait que jusqu'ici, on a l'impression que les choses ne vont pas vite. Mais nous-mêmes, nous aurons souhaité que les choses aillent plus vite. Voilà. Parce que si je paie à son âme, je pense que Ibriga disait, j'ai suivi ça à la télé, et que ça même c'était après son décès, à son âme, où il disait, le journaliste l'a demandé, mais en matière de corruption, est-ce qu'il pense que les autorités font beaucoup? Il dit, lui, il pense que les autorités n'en font pas trop. Ils ne sentent pas trop de volonté. Voilà, ça c'était sous le régime MPP. Ils ne sentent pas vraiment trop de volonté d'aller contre la corruption. Non, jusqu'à la fin, il a toujours dit. Parce que quand on veut vraiment lutter contre la corruption, on met les moyens à la disposition des États ça m'amène maintenant à me poser la question, quelles sont les marges de manœuvre de l'ASE? Qu'est-ce qui relève de l'ASE? Qu'est-ce que l'ASE dispose qu'on pourrait pour, c'est-à-dire que faire un travail correct, et qu'est-ce que l'exécutif aussi peut-être doit mettre à la disposition de l'ASE pour que l'ASE puisse faire correctement son travail. Voilà des paramètres que nous ne maîtrisons pas. Est-ce que l'ASE a tous les moyens logistiques, tous les moyens financiers, tous les moyens, les moyens humains, en ressources humaines, pour aller vite comme nous le souhaitons? Donc je pense qu'il appartient à l'ASE de dire peut-être quelles sont les difficultés auxquelles elle est confrontée et pourquoi on a l'impression que il y a une lenteur. Dernière réaction. Mais nous ne pouvons pas ici nous exprimer à la place de l'ASE. Un exemple rapidement, beaucoup de pays qui ont voulu aller vite ont fait ce qu'ils ont appelé le flagrant délit. C'est-à-dire qu'on met des agents assermentés qui sont, que ce soit dans les rues, dans les administrations, qui prennent des gens en flagrant délit parce qu'ils jouent un rôle et ils piègent des gens. Ce sont des mesures qui ont été efficaces. Maintenant, Dr Sango est là. Si notre droit ne peut pas faire ça, ce que j'en doute fort, il pourra rattraper. Mais quand on veut lutter contre la corruption, on met les moyens, on met la stratégie qui va avec. D'accord, on l'aura compris. 50 minutes déjà d'entretien ici. Le JDS Journal du dimanche soir, c'est 1h30. On a d'autres sujets à aborder. On sera donc obligé de mettre un point final alors qu'on avait voulu apporter la question de la réforme de la justice. Le président qui a dit qu'il voulait une justice qui soit bâtie sur nos réalités, sur nos traditions. Ça pourrait être intéressant de l'aborder. Et puis il y a la question de la responsabilité de la presse, sujet ô combien intéressant. Mais on va s'arrêter là. On ne pourra pas l'élaguer. Mais le plus important, c'est vrai que c'était un grand oral, mais le plus important, c'est après. C'est-à-dire, c'est au pied du mur qu'on verra tout cela. Pour le bonheur de Burkinabé, c'est ce qu'on souhaite et que les décisions qui soient prises et la façon de mener les choses soient bien. Merci en tout cas à vous d'être passé. Merci à Olo Pepeyen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Merci à vous, docteur Abakar Sango, enseignant-chercheur, maître assistant de droit public à l'université Thomas Sankara. Merci aussi à vous, docteur Aruna Louré, médecin anesthésiste, réanimateur, ancien député à l'ALT. On va poursuivre le journal du dimanche au soir avec une autre rubrique, c'est celle économie. Incendie à Sankariaré dimanche dernier. Après, près de 70% des magasins ont été touchés et à travers une visite terrain, le gouvernement burkinabé a exprimé d'ailleurs son soutien et son encouragement à l'endroit des commerçants du marché. Ces derniers n'ont pas digéré la fermeture du marché pendant les enquêtes. On y revient ici avec cet élément. Un véhicule de sapeurs-pompiers en pleine opération, une forte odeur de brûlé, de la fumée toujours visible et le tout couronné par des boutiques et étals réduits en cendres. Voici le constat ce lundi matin au niveau du marché de Sankariari. Environ 70% des commerces de ce marché sont partis en fumée. Une délégation du gouvernement est présente en ces lieux pour constater l'ampleur des dégâts et traduire sa solidarité aux commerçants sinistrés. Il y a beaucoup de pertes. Environ 70% des boutiques qui ont été incendiées. C'est un événement malheureux et très triste. Le gouvernement voudrait vous exprimer tout son soutien et son encouragement. Et nous sommes dans l'attente des conclusions des enquêtes de la police scientifique qui nous permettront et nous orienteront dans la prise de décisions fortes pour éviter ces sortes de situations. Nous attendons toujours les conclusions, mais selon les dernières informations, il n'y a pas eu de perte en vies humaines. Et nous prions Dieu, nous espérons qu'à la fin des enquêtes, il n'y aura pas une détection en tout cas de vies humaines en perte ici.
dans ce marché-là. Selon les témoignages de plusieurs commerçants du marché, tout serait parti de l'explosion de dynamite, communément appelée Faraway. Le délégué du marché de Sankariare, lui, affirme avoir attiré l'attention des commerçants sur la dangerosité des explosifs, mais hélas. Moi qui vous parle, par 4 fois, je suis rentré dans le marché avec un micro et j'ai supplié les commerçants d'évacuer hors du marché les explosifs entreposés par certains. Tous les commerçants me sont témoins. Même lorsqu'il y a eu la pénurie de carburant, j'ai encore eu vent de l'entreposage de carburant au sein du marché par certains commerçants. Là encore, j'ai pris mon micro et j'ai essayé de sensibiliser le marché. Interrogés, les commerçants reconnaissent le tort, mais affirment avoir également tenté la sensibilisation sans succès. Ils appellent les premières autorités à ne pas fermer le marché. On a parlé, plus, on a dénoncé, plus, on a rentré avec des micros dans les marchés, on a parlé. Mais cette fois, comme ils ont déjà vu cela, j'espère que ça ne va plus se répéter. Nous, on souhaite que le gouvernement n'a qu'à ouvrir ses yeux et nous aider pour ne pas fermer le marché. Puisque si on ferme le marché, on va avoir beaucoup d'ennuis. Nous, on a vu le marché de Rodoko qui a pris feu, on a fermé le marché là. Il y a des gens qui ont mouru, il y a des gens qui ont devenu des malades, il y a des gens qui... Ça a créé beaucoup de problèmes. Si la police finit de tous ces trucs-là, de ramasser les ordures là, il n'a qu'à nous aider. Les commerçants vont réparer leur hangar là, eux-mêmes. Du côté de la délégation du gouvernement, conduite par le ministre en charge du commerce, accompagné de ceux de la communication et de l'action humanitaire, une invite a été faite à l'endroit des commerçants du marché de Sankariare et d'ailleurs à œuvrer à ce que de telles situations ne se reproduisent plus. Retour sur ce plateau, nous sommes de plein pied dans le sujet que nous voulions aborder et nous recevons Roch Nagalo qui est donc de la Sinakombe, qui est à la tête de la Sinakombe, syndicat national des commerçants du Burkina. Bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. Merci de m'avoir invité sur votre plateau. D'accord. Et je suis aussi avec David Nana puisqu'on est dans la partie économie. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy, bonsoir aux téléspectateurs. Et laissez-moi vous tirer le chapeau à vous et toute l'équipe de production de ce grand rendez-vous qui est ô combien très instructif, très pédagogique, et un rendez-vous que tous devraient inscrire dans leur agenda. Bravo à vous en tout cas. Merci à toute l'équipe en tout cas. On est avec Roch Nagalo qui est à la tête, je le disais, du Sinakombe, syndicat national des commerçants du Burkina. On a vu tout à l'heure ce qui s'est passé dans ce marché-là. Ça interpelle, c'est ce que nous disions tout à l'heure en titre. Mais concernant, on va commencer d'abord par vous-même. La plupart des Burkinabés ont souvenance que vous aviez été nommé ministre. Et puis bon, il y a eu beaucoup d'autres éléments et en définitive, les choses n'ont pas pu courir jusqu'à leur terme. Vous n'avez pas finalement été installé et tout. Et quand on regarde, c'est vrai que derrière, il y avait beaucoup d'autres accusations, on parlait de faits d'escroquerie, on est en justice, on ne va pas parler de cela. Mais qu'est-ce qui fait lorsqu'on est dans notre sphère, dans notre réalité, on dit quand on est convaincu qu'on n'a rien à se reprocher, bon, on tient. Qu'est-ce qui fait que vous jetez l'éponge après? D'abord, merci pour cette opportunité que vous m'offrez de m'exprimer devant le grand public et devant mes membres, devant les téléspectateurs. J'ai saisi l'opportunité pour dire que j'ai rendu ma démission parce qu'il en fallait. Et j'ai jugé nécessaire que le poste de ministre n'est pas une fin en soi et que d'ailleurs c'est un sacrifice que je devrais faire pour servir ma nation. Qui dit sacrifice veut dire sacrifier sa famille, sacrifier son temps, sacrifier ses ressources au bonheur de la nation. Et s'il y a eu des personnes qui ont jugé qu'il n'était pas opportun d'être à ce poste, j'ai dit mieux, je préfère me vaquer à ce qui est nécessaire pour servir ma nation que d'être une occasion de trouble dans cette nation. C'est ce qui m'a prévalu ma démission, sachant que le 3, vous avez suivi, j'ai demandé à mon organisation de faire sortir au moins 3000 personnes et qui sont sorties à la bourre du travail. Vous avez assisté et nous avons juste témoigné que ce n'est pas des commerçants ou ce n'est pas nos membres qui sont sortis revendiquer quoi que ce soit, mais plutôt des personnes autres et pour d'autres fins dont j'ignore. Et je voudrais dire que cela ne m'a pas
trop changé en tant que Roch Nagalo. Je suis resté égal à moi-même. Et pour la confiance que le chef de l'État m'a faite, j'ai jugé nécessaire de ne pas être un obstacle pour que le gouvernement fonctionne. Et cette question n'est plus d'actualité, je pense qu'elle n'est plus d'actualité. D'autant que j'ai fait ma déclaration, j'en ai été clair là-dessus. Donc, ce n'est pas opportun et ce n'est pas aussi d'actualité pour moi. Être ministre n'est pas une fin en soi. Et la bonne ménagère qui est chez elle à la maison, qui a ses 4 enfants ou 2 enfants ou 3 enfants ou même un enfant, qu'elle éduque du moins de manière civique, de manière à ce que ces enfants soient peut-être des enfants de demain pour notre nation, assume déjà le poste d'un département ministériel, familial. Donc je pense que tout le monde est ministre chez soi. Ministre veut dire quoi? Gérer un département. Et chacun, quelle que soit la tâche que tu occupes, il suffit de bien mener la tâche, de bien faire cette tâche-là, accomplir cette tâche-là. C'est ça le poste d'un ministre pour moi. Donc pour moi, je ne vois pas cela comme un problème. D'accord, David, allez-y, peut-être on va un peu mieux le syndicat lui-même. Peut-être si vous me permettez, une autre question, parce que là, vous avez parlé le mot sacrifice est revenu, et on l'a constaté aussi lorsque vous étiez en train de rendre votre démission. Vous avez dit que vous partez au Sinakombe, vous estimez que vous avez aussi un chantier, vous avez quelque chose à apporter là-bas. Vous, en tant que M. Roch Nagalo, quel est l'apport, quelle est la contribution de votre part en ce qui concerne votre syndicat? Qu'est-ce que vous apportez? D'ailleurs, je tiens à dire que de ma vie, je n'ai jamais souhaité être syndiqué. J'ai été sollicité par les commerçants eux-mêmes pour assumer ce poste de secrétaire général. Et j'ai pris du temps pour réfléchir. Je leur ai fait savoir que d'ores et déjà, je mène mes activités. Et ce que je peux apporter au syndicat, c'est d'innover, c'est de mettre en place des outils innovants qui vont permettre à ce qu'on puisse défendre autrement les intérêts moraux et matériels de nos membres. Sachant que le syndicalisme datant, que vous connaissez depuis la classe ouvrière, était de se battre en sorte que les conditions de vie des ouvriers s'améliorent. Et partout, les gens ont emprunté cela. L'Afrique, que je peux le dire aujourd'hui, quand on parle de syndicalisme, regardez comment les gens revendiquent. Nous avons jugé qu'il n'était pas nécessaire pour nous de faire des revendications, mais de proposer des solutions. C'est dans cette optique que nous avons réfléchi à mettre en place un outil de développement qu'on appelle réseau de sociétés coopératives et de solidarité commerciale. Et ce réseau avait pour but d'organiser l'ensemble des villages de Burkina Faso en coopérative agro-silvo-pastorale. À partir de cette organisation, à travers la chaîne de valeur, nous avons l'ensemble des producteurs, l'ensemble des transformateurs et l'ensemble des commerçants. Si nous faisons à travers le maillon de cette chaîne-là des centrales d'achat appuyées par une fêtière des organisations socio-professionnelles, nous pourrons booster l'économie à la base et développer notre nation comme il se doit, permettre à tous les citoyens d'être riches. Notre vision, c'était ça. On n'aura plus besoin de revendiquer puisqu'on peut trouver la solution. C'est ce que j'ai proposé aux commerçants qui m'ont cru. Et nous avons commencé à le faire. Et d'ores et déjà, nous avons lancé le fonds de solidarité commerciale, où tout le Burkina Faso, nous avons les preuves des souscriptions, ont mobilisé moins de 400 millions. Et moi, personnellement, de ressources propres, j'ai mis plus de 976 millions au 31 décembre 2021, sans 2022, sans mes apports en 2022, pour dire que non seulement je me suis sacrifié sur le plan financier pour aider la structure à survivre, pour les témoigner mon sacrifice pour ma nation et pour ma structure. Non seulement j'ai sacrifié mon temps, et je vous dirais que depuis que je me suis engagé là-bas, je n'ai plus eu de vacances ni de congés avec ma famille. Mais il n'y a pas de cotisation, en fait, ce n'est pas sur des cotisations ou des choses comme ça. Très bien, c'est parce que ces cotisations ne vont pas au bon trait que je m'investis pour y parvenir. Maintenant, un leader qui est établi par des gens qui croient en ton leadership, tu ne dois pas faillir. Ce qui m'a amené à réfléchir, à dire, bon, si c'est le cas,
Nous allons travailler à développer des projets innovants qui vont créer des ressources, qui vont permettre aux gens de croire pour savoir que ce que nous faisons, c'est quand même du sérieux. Voici notre cheval de bataille. Pour ceux qui ne comprennent pas, qui ont adhéré, qui ont payé des frais d'adhésion, qui sont membres de la structure, croient que ça se limite là-bas. Non, c'est une administration qui a été mise à part par les commerçants, qui est gérée par du personnel. Ce personnel est payé par mois. Les loyers sont payés par mois. Il y a des charges de fonctionnement depuis des années. Imaginez-vous, porter un tel fardeau, c'est un sacrifice. Il n'y a pas plus de patriotisme que ça. Ça, je vous le dis du fond du cœur. On le sent. D'accord. Ok. On est dans une situation que tout le monde connaît. Hein. Tout à l'heure, on l'a abordé en long et en large. Dans le premier plateau, c'est la question sécuritaire. Aujourd'hui, c'est de la Sinakombé, et peut-être que dans tous les secteurs, on va dire comme ça, il y a cette résilience-là contente, en tout cas de maintenir. Mais pour revenir à votre syndicat, comme on sait que les commerçants sont fortement touchés, comment est-ce que vous œuvrez à pouvoir, on va dire comme ça, sauver ce qui reste et raffermir cette résilience-là? Qu'est-ce que concrètement vous mettez pour accompagner ces commerçants? Voilà, ce que je peux dire en cela, nous voyons d'ores et déjà que l'actuel chef de l'État, le capitaine Traoré, est vraiment engagé pour le développement endogène. Et nous croyons à sa vision. Nous croyons que si les Burkinabés se donnent les mains dans une telle vision, d'organiser les villages, d'organiser des coopératives, de mettre en place des centrales d'achat, de développer à travers le maillon de la chaîne cet outil de développement, cette chaîne de développement, c'est notre porte de sortie de notre économie. Ce n'est pas par un bâton magique qu'on pourra le faire, mais par une volonté affichée. Donc, pour nous, le Sinakombé, ce que nous devons faire, c'est quoi? Objectif premier, c'est le changement de mentalité de nos membres. Le changement de mentalité d'un individu est le socle du développement de toute nation. Et vous regardez aujourd'hui, au Burkina Faso, l'incivisme a atteint son paroxysme à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité et dans tous les services. Ça, vous pouvez le constater. L'incivisme bat son plein. Et pour y parvenir, l'objectif pour nous, on ne peut pas parler des autres, c'est d'abord former nos membres sur le plan civique et sur le plan patriotisme. Et nous l'avons déjà fait dans beaucoup de régions, dans beaucoup de zones, vous l'avez suivi, avec des attestations. C'est pourquoi nous avons des milliers de membres, mais disciplinés, qui ne s'opposent pas à l'autorité, qui ne s'opposent pas aux tests du pays et qui proposent des solutions pour qu'on y parvienne. Donc, dans ce cas, nous disons, pour être résilients dans ce contexte assez hostile, que le gouvernement prenne en compte nos préoccupations, qui sont des recommandations des acteurs eux-mêmes, pour pouvoir refonder l'économie. D'accord. Notre objectif, c'est ça. D'accord. C'est vrai que j'ai dit au départ qu'on allait parler aussi de la question des marchés hier, avec ce qui est arrivé quand même à ce marché-là, c'était dimanche dernier. Vous avez même organisé un point de presse pour dire que vous allez apporter un soutien. Bon, on va revenir là-dessus. Mais vous avez parlé de comportement. Il faut travailler sur la façon dont les gens sont et comment leur rapport même avec certains éléments. Mais quand on parle des marchés au Burkina Faso, marché IA, on a l'impression que l'idée d'abord, c'est l'anarchie. C'est la chose la mieux partagée. Et un bon marché, c'est un bon marché. C'est là où il y a l'anarchie. Et quand on y va, c'est des fils qui sont comme vous voulez. Il y a beaucoup d'autres éléments qui mettent le commerçant lui-même et sa marchandise en danger. Et c'est la faute de qui? On va oui. Quand on regarde ce qui s'est passé par exemple au marché de Sankariare, oui. Vous, quelle lecture vous faites? La lecture que je fais, c'est que l'État ne joue pas son rôle.
Dit que l'État ne joue pas son rôle, dit comme ça aussi, on peut peut-être comprendre ça dans une certaine mesure, mais je ne m'érige pas en la traduction de sa question, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a parfois aussi la responsabilité qui incombe aux acteurs. C'est une responsabilité partagée. D'accord. Je l'ai dit de manière claire. Pour ce qui vous concerne, nous parlons de vos membres. Très bien. Et il est clair, il est avéré également vous avez parlé tout à l'heure de citoyenneté. Je vous dis que le travail que nous faisons... Laissez-le terminer et vous allez répondre. Il y a une certaine indiscipline. Nous, on a la chance parfois d'animer des émissions interactives, ça revient. Il y a une certaine indiscipline au niveau même de ces acteurs, certains de vos membres, notamment les commerçants, qui ne respectent presque rien. Je vous dis qu'il n'y a pas de plus discipliné qu'un commerçant. D'accord. Les plus disciplinés, c'est les commerçants. Aucun commerçant n'est indiscipliné. Ce qu'il veut, c'est de comprendre. Dès qu'il comprend, c'est fini. Les qualifier d'indisciplinés, c'est comme s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand on dit qu'il ne faut pas disposer des dynamiques, par exemple, dans les marchés, ça c'est connu. Ne pas disposer des dynamiques dans les marchés, ça c'est de l'incivisme pur. Ça je peux le dire. Et personne ne peut apprécier cela. Mais je le dis, si l'État avait pris en compte nos propositions, les solutions que nous avons préconisées, il y a de cela 7 ans, 6 ans, 5 ans, on ne serait pas là. Nous avons dit, nous sommes des acteurs. Nous maîtrisons notre milieu. Nous connaissons la mentalité du commerçant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons financé des ateliers où tous les acteurs se sont retrouvés, travaillé, pour réfléchir, pour trouver des solutions. Nous avons apporté ces solutions au ministère. Nous avons dit, voici comment est-ce que nous comptons nous organiser, même dans les marchés. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire en sorte que le métier du commerçant soit professionnalisé. Vous savez qu'aujourd'hui, même les fonctionnaires sont des commerçants. Qui n'est pas commerçant dans ce pays? Des militaires sont des commerçants. Là, nous, on parle de... Non, je parle en général pour que quand vous parlez de commerçants, je suis syndiqué, je dois dire la vérité. Vous voulez la vérité? Tout le monde est commerçant. Maintenant, pour faire en sorte, pour savoir qui est commerçant, qui n'est pas commerçant, on met en place une plateforme de toutes les filières et de tous les secteurs d'activité du commerce. S'il y a des plateformes, si tu vas t'enregistrer, on connaît ton code, on connaît ta catégorie, on sait ce que tu fais. Maintenant, c'est à l'État de trouver des marchés adaptés au contexte. Maintenant, les marchés qui sont là aujourd'hui ne répondent plus. On vous comprend, hein, parce que vous-même vous l'avez lâché lorsque vous faisiez votre conférence de presse, vous l'avez dit, vous avez reconnu en partie une certaine installation anarchique. Les commerçants dont vous faites cas, c'est des gens qui sont bien enregistrés, on connaît très bien coller numéro comme vous le dites, mais là nous parlons d'un marché où c'est pratiquement, si vous me permettez l'expression, c'est vraiment l'informel. Vous ne voulez pas comprendre le contexte que je dis. J'ai dit au Burkina, tout le monde est commerçant. Tout le monde est commerçant au Burkina. Prenez, il y a quel service qui existe au Burkina où des gens n'ont pas de boutique. Allez-y, prenez les rues. Il y a des boutiques dans les ports partout. J'ai mon salaire par mois, mais j'ai fait ma petite boutique pour gagner un peu, parce que le salaire ne suffit pas. Et c'est ce qui est plein à Ouagadougou, c'est ce qui est plein au Burkina. Et nous avons, qui ne fait pas une activité commerciale. Voilà pourquoi c'est saturé. Les commerçants aujourd'hui, les marchés ne suffisent plus. Il n'y a plus de place pour faire le marché. Même des banquiers sont des commerçants, pendant que les commerçants viennent prendre les prêts en banque. Donc, je vous dis la vérité. On comprend, parce que vous êtes... Ne plus dire que les commerçants sont indisciplinés là, c'est pour en venir à là. Maintenant, vous devez savoir, si on veut que le commerce suit les normes, qu'on professionnalise le métier. Si tu travailles et que tu veux être commerçant, tu démissionnes, tu deviens commerçant. Mais d'ores et déjà, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous allons proposer un plan au gouvernement. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ce plan consisterait à recenser les différentes filières et les différents secteurs d'activité du commerce. Nous allons les mettre en compartiment. Secteur d'activité, catégorie, grossistes, demi-grossistes, détaillants. Les marchés seront adaptés. Si il y a à mettre en construire des marchés, que les marchés aussi soient conformes aux normes. Maintenant, l'État, avec nous avons mis en place une brigade. Nous avons demandé à l'État de travailler avec cette brigade qui connaît bien le milieu du commerce. S'il y a un commerçant qui est indiscipliné, qui refuse d'obéir à la loi, c'est les commerçants qui vont aller avec l'État
pour déloger ces commerçants véreux et corriger. Donc, nous pensons que c'est la faute de l'État. Nous ne pouvons pas, c'est le rôle des gardiens de l'État. Nous ne pouvons pas aller sanctionner un commerçant étant commerçant. Mais nous pouvons diligenter avec la brigade qui a été mise en place par les commerçants. Monsieur Roch Nagalo, on comprend, vous avez une approche holistique du phénomène. Beaucoup, très tôt, ont dit, bon, il y a aussi que les commerçants ont une responsabilité. Vous disiez tout à l'heure, la responsabilité, elle est double. On le comprend, parce qu'il y a quelqu'un qui a, dans ses fonctions régaliennes, de veiller surtout le respect d'un certain nombre d'éléments. Mais après, il y a des éléments qui reviennent. Je ne sais pas si c'est vrai. Lesquels? Il y a des éléments qui reviennent. Lesquels? Lorsqu'on écoutait, par exemple, certains témoignages, il y a encore une enquête qui est en cours, donc on ne sait pas l'origine du sinistre, mais il y en a qui disent qu'ils ont entendu des détonations, plusieurs. Vous avez, lui, il anime par exemple une émission interactive où très souvent vous avez des gens qui appellent, qui donnent un certain nombre d'éléments qu'on ne peut pas forcément vérifier, que non, on sait bien que dans tel marché, quelquefois même certains commerçants se plaignent de ce que certains de leurs collègues acceptent de venir entreposer des éléments dangereux pour les autres. On voit par exemple là, au marché Roudouoko, on a la question d'un marché qui est construit selon certaines normes, même le respect pour des espaces de passage et tout, c'est toujours un peu compliqué. Je vais dire, je termine, je vais dire, il y a, quand on est dans un espace aussi, une certaine responsabilité vis-à-vis, c'est pour nous-mêmes et pour nos marchandises. Quelquefois, c'est le reproche que les gens font. Pas que ça exempte forcément le gouvernement, l'autorité. Hein. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Mais vous n'ignorez pas aujourd'hui la densité de la population. Quel est le taux de croissance démographique de notre pays à l'heure actuelle? C'est 2,7%. Est-ce que ça excuse qu'on puisse entreposer des éléments comme les marchés, les gens n'ont pas d'emploi. Je vous explique. Ce qui crée ça, c'est quoi? Les gens n'ont pas d'emploi. Ils cherchent comment survivre. Ils ne cherchent même pas comment vivre. Comment survivre? Il se taille une petite pièce au marché. La police même est incapable de les déloger. Puisqu'il n'y a rien à faire. Et pourquoi la police est incapable? Pourquoi la police? Parce que la police même est consciente de la situation. Maintenant, je dis, pour que l'État joue ce rôle, pour que l'État puisse résoudre ce problème, il faut que l'État compose avec les outils mis en place par les acteurs. C'est ces outils-là dont nous vous disons. Nous avons la fêtière des organisations socio-professionnelles. Nous avons la brigade de veille citoyenne et de contrôle antifraude qui est mise en place pour aider les gouvernants, mais aussi les commerçants, en sorte qu'on puisse booster notre économie. Il n'y aurait pas que nous avons des firmes qui s'installent anarchiquement dans notre pays pour contrôler notre économie. Nous l'avons fait pour sauver notre petit commerce. Maintenant, si l'État ne nous appuie pas, d'autant que ces outils-là, qu'il y ait des projets de loi qui les rendent des outils d'utilité publique, afin que les forces de l'ordre les utilisent pour atteindre les objectifs qui vont être bénéfiques non seulement pour l'État, mais aussi pour les acteurs. Nous savons que si cela est mis en place, il y aura l'élargissement de l'assiette fiscale. L'État aura mobilisé des recettes. Mais aussi, ça va permettre aux commerçants de pouvoir travailler, de rembourser les dettes qu'ils prennent en banque. Les commerçants vont s'endetter, mais ils ne peuvent pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre. Et dans ces désordres, il y a des gens qui en bénéficient et qui ne veulent pas que le désordre finisse. Voilà pourquoi nous avons proposé ces solutions. Il faut que l'État prenne garde et assume ses responsabilités. Si les marchés sont surpeuplés, que l'État construise des grands marchés qui répondent aux normes internationales et aux normes du développement. Il y a des espaces autour de Ouagadougou. Rassurez-vous que regardez combien d'accidents qui se passent en ville. Monsieur Nagalo, vous parlez d'accidents justement. Pour caricaturer l'exemple que vous êtes en train de prendre, c'est comme ce boulevard-là, construit, qui répondait à des normes à l'instant où on construisait le boulevard. Après, avec la densité de la population, ce qui est tout à fait normal, ça devient dense. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas respecter les règles de la circulation? C'est là la question. Parce que je ne vous coupe pas la parole, mais je vais vous dire quelque chose. Tout simplement. Oui. On va fonctionner selon un process. Il termine et vous répondez. D'accord. Il est vrai que l'État, dans sa fonction régalienne, doit jouer son rôle de gendarme. Ça, c'est clair pour réguler l'économie. Mais quand, parfois, dans des organisations comme le vôtre, moi je vais lâcher le mot, quand c'est politisé, et puis parfois on se croit super burkinabé, on va jusqu'à même porter avoir des bras de fer avec les policiers, c'est-à-dire l'État gendarme, quand il prend des décisions. Est-ce qu'à ce niveau aussi, il n'y a pas un travail à faire au niveau des organisations comme la vôtre là, pour
dit aux gens, force reste toujours à la loi. Ok. C'est pourquoi nous donnons cette formation civique et patriotique à nos membres. Ok. Pour dire que l'autorité de l'État doit être respectée. Si vous ne respectez pas un policier, si vous ne respectez pas un gendarme, vous ne respectez pas votre pays. Et nous donnons cette formation à nos membres. La tenue qu'il a portée là, c'est le Burkina Faso. Le voici, il a arrêté sur la route. C'est un petit policier. Mais s'il fait peur, tu dois obéir. Il n'y a pas de petit policier, c'est un policier. Pour les gens, c'est ça, dans leur esprit, quoi. Ce policier-là ne peut pas m'arrêter. Mais je veux qu'il sache, même s'il est petit. L'expression est péjorative. Non, l'expression, comme vous le dites, pas dans le sens comme vous le croyez, mais je l'ai dit, quelqu'un qui passe, qui se croit arrêté, un policier qui est arrêté là, quelle que soit sa taille, il a son sifflet. Toi, tu viens avec ta grosse remorque ou tu viens avec je ne sais pas quoi, quelle que soit ton autorité. Dès que le policier siffle, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, la loi doit s'exécuter. Pourquoi? Parce que si tu désobéis à ce policier, tu as désobéi à toute la nation. Et c'est ces valeurs que nous inculquons à nos membres. Quand je dis petit policier, c'est dans l'esprit, je me mets en l'esprit des gens. Ceux qui désobéissent pour parler. Dans leur tête, c'est ça. En tout cas, parce qu'il n'y a pas de petit agent, il y a des gens qui représentent l'État et c'est très important. À leur esprit de la façon dont ils font, c'est l'incivisme. L'incivisme, c'est ce qu'on observe chaque jour. Et personnellement, je me rappelle une fois, il y a des jeunes qui se sont mal comportés avec la police. J'ai failli garer ma voiture, mais il n'y avait pas de place. Si je garais ma voiture, j'allais les frapper. J'allais les frapper et on allait m'amener en justice et j'allais me justifier parce que il s'est mal comporté. Un enfant qui était sur un vélo et il voulait passer, le policier lui a dit de reculer. Il s'est mal comporté, il a mal parlé au policier. Ce jour, si j'avais pu garer ma voiture, j'allais le frapper et aller le prendre en justice. On est sur un plateau. Monsieur Nagalo. C'est un exemple que je donne. Monsieur Nagalo. C'est un exemple que je donne. Mais c'est pas un bon exemple. Je dis ça. C'est pas un bon exemple. C'est un bon exemple parce qu'en Afrique, là, c'est ce qu'on a laissé. L'éducation qu'on nous a donnée. J'ai dit c'est un enfant, ce n'est pas une grande personne, hein. C'est un enfant. Et tout enfant est considéré comme ton fils. Tu dois l'éduquer. D'accord, on l'aura compris. J'aurais juste une dernière question pour terminer. J'aurais juste une dernière question pour terminer. Lors de votre point de presse, vous disiez vouloir venir en soutien aux commerçants, notamment de Sankariari. C'est bien cela? Et quelle forme cela devrait prendre? La forme, le soutien, c'est quoi? Quand on parle de soutien, le soutien le plus important, c'est le soutien moral. Quand un homme n'a pas le moral, il ne peut plus rien faire. C'est le moral qui fait tout dans l'homme, l'espoir, l'espérance. Donc pour nous, il était question de les rassurer que ce marché qui a pris feu là, on ne peut plus revenir là-dessus. C'est terminé, tu n'as plus ta marchandise. Mais nous les rassurons que nous allons travailler de concert avec les gouvernants pour trouver une solution idoine. Si l'État permettait, on peut construire ce marché en partenariat public-privé par des partenaires aux normes qui sied pour permettre aux commerçants de pouvoir réinstaller. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas, si on vient les dire de déguerpir sans qu'on ne prépare un lieu pour eux pour aller s'installer, ça devient compliqué. Donc nous voulons que l'État anticipe, trouver où cager ces gens-là avant de parler même de construction de ce marché. C'est très important. Merci bien à vous, Roch Nagalo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes à la tête du syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakomboy. Merci aussi à vous, David Nana, d'être passé. La dernière ligne droite de ce rendez-vous JDS, c'est le sport. Et pour cette dernière ligne droite, on va s'intéresser à la 19e journée de Ligue 1. On a eu droit hier à un certain Vitesse FC FO. Et c'est l'équipe de Vitesse FC qui a pris le dessus sur son adversaire avec ce score 2-0. On le suit et après on revient. La reine des stades retombe encore dans ses mauvaises habitudes après la victoire de la 18e journée obtenue face à l'ASEC de Koutgou. Devant les Oranges de Vitesse FC, elle a pourtant tenu bon pendant les 45 premières minutes. Pas une moindre situation de but de part et d'autre, tout s'est joué en seconde période. Et à la 56e minute, sur un travail collectif d'Amassi Konaté, et à la finition, et c'est l'ouverture de la marque pour Vitesse FC.
Les faux essaient de réagir à la suite avec cette frappe de Landry Banadi, mais bien captée par le portier de Vitesse. Quelques instants après, c'est Abdoulaye Zongo, défenseur et capitaine d'Estelis, qui prend ses responsabilités et se retrouve comme attaquant. Malheureusement, sur cette balle, il n'arrive pas à ajuster sa tentative. C'est dans la dernière minute du temps additionnel que Vitesse donne le coup du KO à l'EFO. Sur ce ballon dans le dos de la défense à la 94e minute, Aboubacar Diallo scelle le sort des Bleus et Blancs. Score final 2-0 pour Vitesse FC. L'entraîneur dit avoir minutieusement préparé cette rencontre. Oui, c'était bel et bien préparé puisque on revient à Ouaga et se retrouver avec une équipe colossale. Et c'est la vieille de la vieille qui est en mauvaise position. Donc il fallait s'entendre à un match très très compliqué ce soir. Vu l'entame du match aussi, on a vu la réaction de l'adversaire qui était prêt à gagner ce match. Mais avec aussi le calme des enfants, on est revenu encore pour les remobiliser davantage en deuxième période pour dire que rien n'est perdu. Parce qu'en premier mi-temps, ils ont trop couru. Donc en deuxième mi-temps, poser le pied sur le ballon, Inch'Allah, ça va payer. Du côté de l'EFO, un gros travail reste encore à faire, selon le coach qui promet intensifier les séances d'entraînement en vue des prochains matchs. Bon, je pense que ce soir, en tout cas, il y avait la place pour faire un résultat, sinon un bon résultat. Et en première mi-temps, nous avons donné, nous avons essayé de passer devant. Comme vous l'avez constaté, on a pris un but en deuxième période, donc c'est tout à fait normal qu'on sorte pour aller chercher à égaliser. Et dans cette phase-là, on prend le deuxième but. Je pense que bon, c'est difficile, c'est dur, mais bon, je pense que vu le contenu aussi, c'est vrai, il y a une défaite, mais il faut analyser aussi. Je pense qu'il y avait la place aussi, parce que je pense qu'en première mi-temps, on a respecté les consignes jusqu'à la 65e, 66e minute de jeu. Bon, c'est normal, mais je pense que c'est à nous de travailler encore, voilà, pour pouvoir pousser encore. Vitesse, avec cette victoire de plus, se présente donc visiblement comme un candidat sérieux au titre. Les faux qui, on le pensait, est en train de redresser les choses, mais Vitesse FC vient donc faire mentir. Je suis rejoint par Claude Romba. Bonsoir Claude. Bonsoir Geoffroy. En tout cas, on peut dire que l'état filant de Ouagadougou ne brille pas autant que cela. Et ça inquiète au plus haut niveau parce que c'est assez difficile. On a vu en tout cas, vous l'avez dit, l'espoir qui était revenu après sa victoire de la semaine dernière et tout ce qu'il y avait eu comme engouement autour des supporters, mais c'est vite retombé puisque le feu est retombé dans ses travers face donc à Vitesse FC. Du moment où il faut aussi expliquer que surtout que le Real du Faso aussi n'a pas gagné, donc du coup ça devient difficile pour l'étoile filante de Ouagadougou, le Real du Faso qui a perdu à Koudougou 1-0. L'Union sportive des forces armées qui, il faut dire également aussi, ne gagne plus depuis très longtemps, depuis la 10e journée que l'USFA n'a pas gagné. l'USFA a perdu encore face à Salitas 1-0. L'AS Police et le Royal se sont neutralisés 0 but partout. Raimo du côté de Bobo Dioulasso a pris le meilleur sur l'AS Sonabel 1-0. L'ASFA Yenega, après avoir mené longtemps 1-0 face à Majestic, s'est fait rejoindre donc au score 1 but partout. Le RCB dans le derby donc de Bobo Dioulasso est tombé face à l'ASB 1 but donc de Moudi Sissé, le joueur prêté par Raimo, et puis RCK AS Douane 2 buts partout. Rien ne va plus, en tout cas pas que rien ne va plus, mais c'est chaud du côté de l'AS Douane qui sent désormais le souffle de Salitas. 3 matchs nuls d'affilée pour l'équipe des douaniers. Quant à Salitas, aligne sa 6e victoire de rang. Maintenant, il ne reste plus que 3 points entre les deux équipes. L'AS Douane est en tête avec 41 points, suivi donc de Salitas qui a 38 points. Vitesse est 3 avec 34 points. Le Tafilan de Ouagadougou dans la zone rouge avec 16 points, tout comme l'AS Police qui a 6 points, voilà, pour être complet sur cette 19e journée du Face au Foot. Il faut dire que on s'est véritablement régalé ce soir du côté du stade Issoufou Joseph Konombo avec les 2 matchs qui étaient au programme. Il faut dire que il y avait tout pour évidemment plaire
En tout cas, on a passé un très bon dimanche. Le match était plaisant. Il y a eu des buts. Et je pense que de plus en plus, les matchs du Faso Foot vont être assez plaisants parce que les enjeux sont tels qu'aujourd'hui, il va falloir gagner. Et les équipes jouent maintenant pour gagner. On a vu donc Étoile Filante l'asseoir face à Majestic, où les équipes ont joué pour gagner. On a également vu ce match, RCK AS Douane, l'RCK qui menait 2-0, qui a finalement se fait rejoindre par le RCK 2 buts partout. Le RCK qui est champion en titre et qui ne veut pas faire ce passage de témoin aussi facilement donc à l'AS Douane qui est actuellement leader depuis très longtemps. Donc on voit que le Faso Foot va être très enlevé, surtout qu'on l'a dit, les équipes ont reçu donc leur argent, donc c'est... Voilà. C'est de bonnes nouvelles. Pour 2 mois, en tout cas, ça va être assez intéressant. Et puis, ces rencontres de belle facture, vous en aurez le point avec John William Somda dans le rendez-vous sport et demain. Et puis, forcément, avec les autres rendez-vous de la semaine. Tout à fait. Ceci dit, on va parler de Bertrand Traoré. Tout à fait. Bonne nouvelle en tout cas pour le capitaine des étalons du Burkina Faso. Après 5 mois passés du côté donc de Istanbul, Bechakcheyi, il faut dire que l'attaquant burkinabé est de retour du côté de son club de Aston Villa en Angleterre. Il faut dire que Aston Villa qui a changé d'entraîneur et qui a un nouvel entraîneur à la personne de Unai Emery. Unai Emery, dès son arrivée, a demandé à ce que Bertrand revienne dans le groupe. Il avait besoin donc de l'attaquant burkinabé. Et aujourd'hui, ça prouve également qu'il a basculé dans une autre dimension et ça montre que, évidemment, il y avait plus de problèmes de personnes entre Steven Gerrard, l'ancien entraîneur donc, des Villains, et Bertrand Traoré, qu'une question de talent. Parce qu'on a vu Unai Emery qui est arrivé. Dès qu'il est arrivé, j'ai besoin donc de Bertrand Traoré parce que pour atteindre mes objectifs et très rapidement. Bertrand aussi qui avait une petite blessure. Qui avait une petite blessure, qui s'est blessé à l'entraînement donc, du côté donc, de Istanbul. Il faut dire que ce n'est pas. Il a eu un gros choc. Il faut le dire, on a eu peur, semble-t-il. Très peur qu'il y ait donc un problème au niveau donc, des ligaments. Mais heureusement, fort heureusement, qu'il y ait plus de peur que de mal. Dans peut-être 15 jours au plus, Bertrand doit donc retrouver le chemin donc, des terrains. Et surtout que cette fois-ci, Bertrand a porté le numéro 9 du côté donc, de Aston Villa. Ça veut dire quelque part qu'il a su imposer également aussi, dans les discussions avec Unai Emery, il a su imposer sa vision, sa façon de jouer, sa façon de vouloir jouer et de la manière dont il veut qu'on l'utilise. Et ça, c'est déjà très important pour le Burkinabé. Surtout qu'on l'a vu dans le match contre la Côte d'Ivoire, on a vu un autre Bertrand Traoré qui était très entreprenant, qui voilà, et donc il est véritablement en forme avant sa blessure. On espère que la forme va rester et que il va permettre à cette équipe de Aston Villa de grimper un peu plus dans le classement de la Première Ligue. Aston Villa qui est 11e et qui a perdu malheureusement lors donc, de ce week-end face à l'Ulster 4-2. Voilà pourquoi il est plus que urgent que Bertrand Traoré retrouve cette équipe pour l'emmener un peu plus haut dans la Première Ligue. Et la dernière actualité que nous allons aborder, c'est quand même le CHAN, remporté par le Sénégal. Tir au but. Tir au but remporté par le Sénégal qui réussit à faire un doublé. Un an après donc, la Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, le Sénégal réussit à gagner le championnat d'Afrique des Nations qui est réservé aux équipes, aux joueurs qui évoluent dans les championnats domestiques. Et du coup, on peut dire que véritablement, le football sénégalais plane sur le toit de l'Afrique. Mais également, aussi, après match nul, 0 partout, après 120 minutes de jeu, c'est au tir au but que la différence est faite. Mais également aussi, il faut pas on n'a pas compris le pénalty raté par le joueur algérien, le dernier pénalty raté par le joueur algérien. Avec son petit saut qui n'a pas marché. Qui n'a pas marché. Après, quand vous réussissez, c'est bon, mais quand vous ne réussissez pas, ça devient ridicule. Surtout à cette étape de la compétition. Mais il ne faut pas également lui en vouloir parce que c'est ça aussi le sport. Il faut aussi tenter parce que quand vous tentez, quand vous réussissez, vous êtes un génie. Quand vous ne réussissez pas, c'est assez ridicule. C'est vrai que toute l'Algérie tombe à bas raccourci sur ce joueur, mais je pense qu'il n'a pas démérité. C'est pas pour rien qu'on l'a mis comme dernier tireur. Ça veut dire que c'était l'un des meilleurs tireurs de cette équipe. Mais malheureusement, ça n'a pas marché cette fois-ci. C'est dur à encaisser, surtout que c'est l'Algérie qui donc organisait ce championnat d'Afrique des Nations et que l'Algérie voulait marquer le coup en remportant cette coupe. Et de plus encore, l'Algérie se porte candidate à l'organisation de la CAN 2025. Vous savez que ça devait être organisé par la Guinée, malheureusement, qui ne peut pas remplir le cahier des charges. Et du coup, ça sera dédié à l'Afrique du Nord et il y a des prétendants sérieux pour l'organisation de cette CAN. Il y a même le Maroc également aussi qui semble être un prétendant. Et donc Maroc-Algérie qui pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique 2025, c'est une autre paire de manches. C'est-à-dire que ça compte également et que les Algériens voulaient évidemment en faire un test grandeur nature avant évidemment le choix de leur pays comme probablement, je ne sais pas,
pas que c'est le souhait des Algériens, mais il faut aussi compter avec cette équipe, ce pays marocain aussi qui est là. On sait qu'il y a beaucoup de rivalités entre ces deux nations de football-là. En tout cas, Dame Coupe a fait son choix pour ce CHAN. Ça a été le Sénégal. Et on dira félicitations encore au Sénégal. En tout cas, merci. Tout à fait. Merci à vous. Il y a un Burkinabé qui a fait une belle performance ce week-end. Ah oui. Il s'agit donc de Hugues Fabrice Zango. Hugues Fabrice Zango, c'est vrai. En athlétisme. Voilà, tripsaut. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en image. Au meeting de l'heure en France. Il ne fallait pas oublier cela. Il ne fallait pas oublier cela. 17 mètres 48 pour le Burkinabé qui, en tout cas, enlève la médaille d'or lors donc, de ce meeting de l'heure du côté donc, de Paris, du côté donc, de l'arène de l'Accor Arena à Paris. 17 mètres 48 pour le Burkinabé, sa deuxième médaille d'or. Donc en France, après 2 meetings, c'est-à-dire que le Burkinabé est véritablement dans une bonne lancée. On va rappeler qu'il est recordman du monde en salle en matière de triple saut avec un bond mesuré à 18 mètres 07. C'était le 16 janvier 2021. Autant dire que le tout neveu accompagne donc Hugues Fabrice Zango. On va le dire, les Jeux Olympiques c'est en 2024 du côté donc de Paris, et je pense que quelque part ça trottine dans la tête, et que bon, pourquoi pas cette fois-ci, après donc la médaille de bronze donc aux Jeux Olympiques, il faut viser l'or du côté donc de Paris, et c'est dans les cordes donc du Burkinabé pour peu qu'il continue de travailler et qu'il engrange les performances comme ça. Voilà. C'est bien. En tout cas, bravo champion. Merci aussi à vous, Claude Romba. Merci en tout cas pour ce marathon. Ça a été un plaisir. On a eu le point pour ce qui est de l'actualité sportive, le point aussi de l'actualité tout court dans ce JDS, comme il est de coutume, journal du dimanche au soir que j'ai pris plaisir à présenter. On vous retrouve et on se retrouve dimanche prochain, et d'ici là, portons-nous bien.